Bonjour chers amis téléspectateurs de Esaü TV et bienvenue dans votre émission Nansouba Week, le matin qui vous ressemble et qui vous rassemble chaque fin de semaine. Je vous propose ce matin un voyage entre découverte, engagement citoyen et débat d'actualité. Donc voici le sommaire. Dans Beidi, aujourd'hui, nous allons à la découverte de cette dame qui fabrique la boisson locale. Un secret qu'elle va nous donner aujourd'hui, le tchoukoutou, une boisson très prisée et ancrée dans nos traditions et surtout dans la partie septentrionale du Bénin. Et puis Adam Bachirou viendra à sa suite pour dérouler la grogne matinale. Aujourd'hui dans Beidi, l'espace annonceur, nous recevons pour vous une dame de fer, une Amazone, présidente de l'ONG FUGED, Jamila Kissira Falade, qui viendra présenter son organisation, ses actions pour les femmes, les enfants et les jeunes. Dans Ma Fierté aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'histoire de la fête de la Gani. Le zapping viendra bien évidemment nous donner une petite pause avant de revenir sur ce plateau pour le débat du jour. Le sujet aujourd'hui, la désignation de Wadani par les partis de la mouvance comme candidat à la présidentielle de 2026. Enjeux, perspectives et regards croisés. Kassim Mama et Ansem Orisha, deux journalistes, vont nous donner leur compréhension de cette désignation-là. Alors, installez-vous, le décor ainsi planté, on revient pour dérouler Nansouba proprement dit. Nansouba Week, ça démarre maintenant. On commence comme d'habitude avec notre rubrique Beidi Découverte. On va découvrir aujourd'hui la fabrication de la boisson locale, le tchoukoutou. C'est avec Sylvie Ndedéou. Elle est allée au marché Tchakitiban pour en savoir davantage. Suivons-la plutôt. Bonjour Marcel, internaute de Esaü Télévision, bonjour à vous également. La semaine dernière, je vous ai embarqué dans l'univers d'une famille d'artisans qui est spécialisée dans la fabrication des foyers traditionnels en argile. Alors selon vous, à quoi servent ces foyers-là réellement? Aujourd'hui, je vous embarque dans l'univers d'une Amazone, d'une grande dame de Parakou qui utilise ces foyers en argile en question pour faire la fabrication du tchoukoutou, encore appelé boisson naturelle. Ces boissons qui se préparent sur plusieurs jours. Alors, allons à sa découverte. Préparer le tchoukoutou. Le premier jour, il faut mettre le mil dans l'eau. Tu mets le mil dans l'eau de 8 h jusqu'à le soir à 21 h. Tu enlèves dans l'eau. Tu déposes. Demain matin, ça fait de repousse. Tu pises l'eau, tu mets. Tu enlèves le caillou proprement. Tu vas aller étaler. Chercher un sachet propre. Étaler à un endroit couvert. Le soir, s'il y a la chaleur, tu enlèves chasser, ça va prendre un peu de l'air. Tu vas recouvrir encore. Ça va faire 3 jours. 4e jour, tu vas enlever. Tu enlèves là, tu vas chasser. Si c'est gros grain là, ça va faire 4 jours. 5e jour, tu vas enlever. Tu vas chasser, ça devient sec. Tu vas amener au moulin. Tu vas écraser. Amener, il ne faut pas écraser, que ça soit comme tu vas faire la pâte. Tu vas venir délayer. Ça va faire 1 heure de temps. Tu vas enlever. Il y a un lot qui est en haut, tu enlèves ça pour trouver l'eau qui est posée. Tu vas enlever l'eau fraîche là, tu déposes. Tu vas préparer le loup là. Si tu finis de préparer ça, si c'est prêt là, l'eau que tu as déposé, ça, tu vas trier et enlever le blanc. Il y a un blanc qui est posé encore en bas de l'eau. Tu vas enlever ça et remettre dans l'eau chaude là-bas, ça va bouillir. Si c'est prêt, tu enlèves le feu, tu prends l'eau fraîche là, tu verses dedans, tu vas couvrir. Demain matin, ça va changer de couleur.
et tu vas tamiser et préparer. Le son, tu vas filtrer ça. Si l'eau ne sort pas, tu vas pincer, enlever le son et préparer ce qui est lourd. Si c'est trop lourd, tu filtres, tu enlèves l'eau et laisser ce qui devait devenir lourd là. Tu vas jeter ça. Jusqu'à 21h, ta boisson est prête. Tu vas déposer, ça va se refroidir. Et tu mets la main là. C'est pas trop refroidi, c'est plus chaud. Tu vas mettre ça dans le seau et mettre la fermentation dedans jusqu'à demain matin. Vous venez de suivre avec moi quelques étapes de la fabrication du tchoukoudou. Et vous le savez comme moi, chaque activité a besoin d'être commercialisée. Alors ensemble, on ira voir comment ça se passe dans le marché. Ici, c'est le marché Tchakitibam. Situé à quelques mètres de l'université de Parakou, il est un lieu d'échange et de rencontre surtout, connu pour sa particularité en tchoukoudou. D'abord, moi, je prends le tchoukoudou depuis mon enfance. Comme je l'ai dit, je suis aussi un homme de la Takora, précisément de Kobli. Donc, depuis l'enfance, j'ai appris à prendre cette boisson. Quand je suis venu à Parakou, j'ai fait le tour des cabarets, mais ce cabaret était exceptionnel pour moi. Parce que la qualité de la boisson est au pair. Vous voyez, vous-même quand vous goûtez le sucré, c'est du sucré naturel. Parce qu'il y a une concentration, ça a été bien cuit. Elle, c'est ma maman. C'est ma maman. Il n'y a pas, c'est ma maman. On s'est connus, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans. Depuis même des années 2025. Elle fait bien le tchouk. Elle fait bien son tchouk. D'abord, elle fait bien son tchouk. Et elle est maman que je considère beaucoup. Et je ne peux pas boire comme ça ailleurs. C'est une boisson très bien, parce que c'est sans additifs. Sans additifs, rien que du jus de sorgho. Et c'est très bon pour la santé, pour les enfants et pour aussi des personnes âgées. Au secours, c'est l'identité de Dame Elisabeth. Une identité qu'elle porte depuis près de 20 ans et qui raconte une histoire. Ici était la brousse. Et c'était un trou. Et ma maison était là-bas, dans la brousse profonde. J'étais avec une tante là des cabris et la tante là, elle est tombée malade. J'avais un bébé de 4 mois. Et la tante est malade. On l'a fait rentrer au village. J'étais seule dans la brousse profonde avec mon bébé. En plus, les cabris là, les moutons. Vers 5 heures là, j'ai envie d'aller au WC. Passer la porte comme ça, et je suis partie m'accroupir comme c'était dans les terres là. Et le voleur a passé devant moi et rentré dedans. Et je me suis levée et le bébé a crié. Et le volet est ressorti. Comme le volet est sorti là, je lui demandais c'est quoi. Il ne me répondait pas, il m'a tourné, il faisait comme ça. Je dis Amara, il faisait comme ça. Je dis des dommages, il faisait dans toute langue. Il ne parlait pas. Il avait les cheveux touffus et il est parti. Moi-même, je courais, je disais au secours, au secours. Il y avait une maison loin de moi là. Et il y a un militaire qui était là, il s'appelle Ibé. Il est à Basila maintenant. Il a fini de se laver, il allait pour le support là. Il m'a dit c'est quoi? J'ai dit c'est le voleur. Il a cherché le voleur là, il est rentré ici. C'était le trou, les épines. Dans le marché ici, comme le voleur là est rentré, on l'a manqué, on l'a cherché, on ne l'a pas vu. C'est là maintenant, j'ai accompagné sa copine. Là, on vend la boisson vers le terrain là-bas. Et tous les militaires s'est levé de qui m'aiment. J'étais mince. Bon. C'est là, ils m'ont demandé mon nom, j'ai dit je n'ai pas de nom. Et le militaire là a dit, ah, nos sœurs ne disent pas leur nom. Maintenant, il faut me payer, je vais vous dire le nom de ma soeur. C'est là on l'a payé 6 personnes, 100 francs, c'est rempli. Comme il a fini de boire, là, il m'a dit que je m'appelle au secours. C'est ça.
différentes étapes de la préparation du boisson Tchoukoutou et vous nous avez accompagnés également dans le marché pour voir en tout cas comment la dame vend. Et les intervenants ont apprécié la boisson et nous ont conseillé également de venir les prochaines fois. Alors pour ceux qui veulent boire du Tchoukoutou par exemple, je vous conseille de venir au marché Tchakitibam et de chercher le Ranga B9, vous ne serez pas déçus. Merci Marcel, à très bientôt pour un nouveau numéro de Beidi. Merci beaucoup Sylvie Dédéo pour ces belles images très édifiantes. Ces images, je pense que je vais faire un tour à Tchakitibam pour voir si vraiment cette dame fait du bon Tchoukoutou, de la boisson locale. On va continuer bien évidemment notre émission et Nansouba Week avec Adam Bachirou qui nous déroule aujourd'hui la grogne matinale qui éveille les consciences. Bonjour Adam Bachirou. Et bonjour monsieur le journaliste et bonjour chers internautes à l'écoute. Ça fait une semaine on ne s'est pas vu. Effectivement, la gagnée oblige. La gagnée oblige. Je crois qu'il fallait aller taquiner nos amis Falala Lojo parce que c'est un ago. Il fallait les taquiner. Bon, c'était de bonne guerre. D'accord. Alors, après la gagnée, on s'est retrouvés ici aujourd'hui. Alors, dites-nous, aujourd'hui, votre grogne, elle tourne autour de quoi? Bon, je crois que ça tourne autour de la voix. La voix, qui est quand même un outil de développement, et qui doit être vraiment bien fait dans les normes. Dans les normes. Alors, je vais vous laisser dérouler la grogne. Allez-y, micro à vous. Bon, je vous remercie infiniment. Et permettez-moi d'abord d'appeler M. le Président Patrice Athanase Diop Talon, chef suprême des armées. Connaissant votre goût de luxe avec des infrastructures bien réalisées, bien faites, comme la toute dernière à Niki, où on a vu quand même du beau, sans oublier un habillement sans reproche, avec des pantalons sans ceinture, permettez-nous, je disais, cet appel à votre cœur, le père de la nation béninoise. En effet, Monsieur le Président Patrice Talon, pour vous citer, on ne mange pas la voix, mais la voix fait manger. Permettez-nous alors de condamner avec la dernière rigueur ce que fait vivre l'entreprise Sino Hydro à travers ses sous-traitants à nos enfants. Vos enfants, Monsieur le Président Patrice Talon, des moyens de salaire, des renvois pour un rien, sans oublier des prélèvements sur salaire pour une supposée faute, etc., etc. Et tout ça devant les experts du bureau de contrôle Héros et son groupe, sans oublier bien sûr le maître d'ouvrage délégué Sirat et ça. La goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase, c'est la promesse, même fois faite, sans résultat de payer ce que de droit à vos enfants pour qu'ils puissent subvenir à leurs charges personnelles et familiales. Le loyer, le carburant, au quotidien bien sûr, et sans oublier la communication. Le mouvement d'ensemble de ces jeunes agents dans le domaine des coffreurs, de ferrailleurs, de soudeurs, etc., de 11 septembre dernier, a été n'eût été le management du commissaire central de Parakou aurait pu dégénérer. Le commissaire que nous saluons pour son vraiment dynamisme. L'esprit des négociateurs a permis quand même de retenir la date du 15 septembre pour payer. Mais aux dernières informations, avec la négociation qui s'est poursuivie, hier vendredi, ces enfants ont été payés et sont rentrés dans leur somme. Plus jamais ça. Je dis plus jamais ça, parce que c'est un projet de pas moins de 52 milliards pour ce que nous devons faire à Parakou. Monsieur le Président Patrice Talon, quand on connaît le rôle des agents HSE, hygiène, sécurité et environnement dans les projets routiers, nous nous étonnons que l'entreprise Sino Hydro, en charge de la phase 2 du projet Alphatage, minimise ce secteur. Oui, chers internautes, à l'écoute, de 12 agents HSE, la chinoise diminue de moitié l'équipe et de moitié l'équipe sécuritaire et hygiénique pour revenir à 6 à tout de rôle. Donc, ça veut dire que 6 travaillent aujourd'hui et demain 6 travaillent, ce qui n'est pas normal parce que vraiment il faut un travail sensible. Il faut un travail sensible pour que vraiment
la sécurité soit de mise et l'environnement soit de mise après la fin des travaux. Car nous ne voulons pas vivre ce que nous vivons actuellement, ce que, sur la voie inter-État, au niveau du rond-point, à côté de la pharmacie Vital Plus, où vraiment à chaque saison de pluie, c'est des inondations. L'eau qui défie les populations. S'il vous plaît, Monsieur le Président Patrice Talon, prenez vos responsabilités, Monsieur le Président Patrice Talon, face à ces abus de certaines entreprises. Le bureau de contrôle Europe, SIRAT SA et autres, comme le ministère du cadre de vie, doivent taper du poing sur la table pour que nos enfants, vos enfants, puissent manger grâce à la voie. Les heures supplémentaires, jours fériés et même les cas de maladie doivent être pris en compte par Sino Hydro. Faisons ensemble cesser ces abus contre nos enfants qui ont fait le choix de travailler légalement. Je dis légalement pour gagner leur vie et subvenir aux besoins de leur famille. Nous disons pour finir que, Monsieur le Président Patrice Talon, une fois de plus, au secours, on vous appelle au secours. Car malgré tout ce que nous disons de nos informations, certains font toujours le choix de construire le nouveau stade départemental et omnisport sur l'ancien site de Parakou. Et nous disons non, non et non, car un stade omnisport serait resté là. Ne commettez pas l'erreur que le président Soglo a commis en son temps avec le marché Azeke de Parakou, où le marché est aujourd'hui restreint à cause du choix qu'on n'a pas su prendre. Puis, Monsieur le Président Patrice Talon, de nos informations, même la cité administrative est actuellement en construction avec le domaine à remise au promoteur du projet. Parce que vraiment, ce que les gens voulaient faire, c'est pas ce que nous constatons. Dans les autres communes, dans les autres départements, c'est beaucoup plus grand. Mais à Parakou, c'est parce que le domaine est restreint que les gens font ce qu'ils peuvent faire avec le domaine. Ce qui n'est pas normal. Car Parakou n'est pas des moyens dans le Bénin. À bon entendeur, Monsieur le Président Patrice Talon, je vous en prie, faites cesser ces abus contre nos enfants. Qui sont vos enfants, je vous en prie. Trop c'est trop. Trop c'est trop avec les Chinois. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Adam Bachirou, pour votre grogne matinale. On va enchaîner notre émission. Cette fois-ci, on va se rendre au marché. Yébou, votre rubrique annonce pour recevoir pour vous aujourd'hui une dame de fer, une Amazone, comme je l'ai annoncé dans le sommaire. Jamila Kissira Falade est la présidente de l'ONG FUGED. On va la recevoir, elle va nous parler des activités de son organisation Sénayébou. De retour sur ce plateau de Nansoubarik, elle est déjà là, notre dame de fer, la présidente de l'ONG FUGED, qui est là pour nous parler des activités de son organisation Sénayébou. Et on va tout de suite vous dire bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Très bien chez vous. Ah, vous êtes très rayonnante ce matin. Merci. Alors, FUGED, c'est une ONG qui parle, en tout cas qui prend en soin les enfants, les jeunes et également les femmes, n'est-ce pas? Alors, dites-nous et présentez-nous rapidement et brièvement cette organisation, comment c'est venu? D'accord. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre organisation FUGED, Femmes, Enfants et Jeunes Épanouis du Bénin. C'est une ONG qui a eu ses actes administratifs en décembre 2024 et le 5 juillet 2025, elle a lancé officiellement ses activités dans la commune de Niki. Le siège même est basé à Niki, au quartier Gamaro. Et je peux vous dire que l'idée de création de cette organisation est venue des constats autour de nous. Et ces constats appellent des réponses, des actions concrètes pour répondre aux besoins fondamentaux des couches défavorisées, vulnérables de notre pays. Alors, aujourd'hui, vous avez ciblé les jeunes, les femmes et les enfants. Pourquoi cela? Oui, dans la pyramide démographique de notre pays, vous allez constater que ces différentes cibles-là sont au bas de l'échelle. C'est à nous maintenant, l'État ne peut pas tout faire.
c'est à chacun, à sa manière, d'amener ces couches vulnérables à s'autonomiser, à s'épanouir intégralement à tout point de vue. D'accord. Et c'est forcément, vous avez des objectifs déjà, ce qui vous permettent quand même d'atteindre ce que vous avez prévu en termes de perspective pour votre ONG. Et quand on va parler des grands objectifs de votre ONG, lesquels nous? Oui, nous avons comme objectif, les principaux d'ailleurs, la promotion de l'éducation inclusive, la promotion de la femme. Oui, promotion des droits fondamentaux des femmes, des enfants, et la promotion de la nutrition. Oui, la santé communautaire et reproductive également. Je pense que l'éducation ici, parce que il y a quelques jours, ou bien quelques heures, je vais dire, vous avez quand même fait ce geste-là d'offrir des kits de fourniture à ces enfants-là. Alors, c'est dans quel cadre? On parle déjà des activités de l'ONG. Quelles sont vos activités? Oui, nos activités sont de plusieurs ordres et nous intervenons dans le domaine de l'éducation et en faveur des enfants vulnérables, handicapés. Nous avons eu à offrir des kits scolaires à 50 enfants et enfants des personnes handicapées également, de la commune de Niki. Tous les arrondissements de Niki ont été pris en compte. Nous avons, dans le domaine de l'éducation encore, nous avons eu à mener des actions pour la promotion de la lecture. Et en partenariat avec une ONG de la commune de Kalalé, nous avons lancé un concours de lecture où nous avons primé les 10 premiers élèves écoliers de cette commune. Dans le domaine de l'environnement, nous avons planté 100 plants de teck et de miréna dans le centre de santé de Wenou, dans la commune de Niki. L'ONG est venue également en appui aux activités de l'association culturelle des femmes beaux, en plantant des 60 plants de carité. Et au niveau de la santé des jeunes, nous avons réalisé une grande sensibilisation à grande échelle sur les dangers de la consommation des stupéfiants et de l'alcool. C'est important. C'est très important parce que ce fléau touche la couche juvénile de notre pays. Or, la jeunesse est le fer de lance du développement de notre pays. Il vaut mieux prévenir que guérir. D'accord. Beaucoup d'objectifs, beaucoup d'activités. Alors, on dit FEGEB et à la fin il y a B, forcément c'est Bénin. Oui. Est-ce que vos activités ont également à l'endroit de ceux qui sont au sud? Parce que je constate que vous êtes plus concentrés chez nous ici. Oui. Notre cible, c'est toutes les couches défavorisées de notre pays. L'ONG étant basée à Niki, les toutes premières actions ont été d'abord concentrées à Niki, à Kalalé, dans les communes environnantes. Tout doucement, nous allons couvrir toute l'étendue du territoire national. De toute manière, comme on le dit, la charité venant donner commence par soi-même. Vous comprenez bien. D'accord. Bon, on espère que les activités de l'ONG vont s'étendre également dans les autres communes de notre pays. Oui. Alors, en termes de partenariat, comment ça évolue avec vos partenaires? Est-ce que vous arrivez quand même à travailler avec les partenaires qui vous soutiennent? Oui, nous avons des partenaires qui se manifestent. Ils attendent que nous élaborions des projets concrets. Oui, mais pour l'instant, c'est sur ressources propres et le cœur généreux des bonnes volontés qui nous accompagnent. Nous avons plusieurs projets en cours de finalisation. D'ici à là, nous souhaitons que les partenaires techniques et financiers nous accompagnent dans cette mission. Alors, vous parlez tantôt des projets. Est-ce que vous pouvez déjà nous souffler des projets pour les prochaines années?
Mais je préfère d'abord garder ça. Vous allez garder le silence. Le silence. Nous aurons le temps de le découvrir. Voilà. Peut-être que nous aurons également le temps de venir sur vos activités pour savoir comment ça se passe là-bas. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Merci à vous. Je vais vous demander un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est d'inviter tous ceux qui nous soutiennent à renforcer ce soutien de nos activités sur le terrain, les autorités locales, nationales et au grand public également. Parce que chaque citoyen qui fait un geste, une contribution, quelle que soit la nature, sème une semence d'espoir au sein des familles défavorisées pour leur permettre de se relever et de bâtir un avenir meilleur. Chacun compte. Chacun compte. Oui. Effectivement, chacun compte. Merci beaucoup, même si vous ne parlez pas beaucoup. On va continuer cette émission. On reviendra bien évidemment pour parler politique dans la partie panel de discussion. Mais en attendant, nous allons partir pour la rubrique Fierté béninoise. On va aujourd'hui à la découverte de l'histoire, une brève historique de l'histoire de la Gani avec un professionnel, un historien. La fête de la Gani, comment ça a commencé? Ça fait environ 1000 ans que la fête de la Gani a environ 1000 ans. Et lorsque l'islam, ce qu'on appelle l'islam, à la naissance de l'islam, à l'origine de l'islam, lorsque le prophète Mohammed était en train de forcer les gens pour adopter cette nouvelle religion-là, et ne voulait vraiment pas que on oblige les gens à adopter cette nouvelle religion. Et il les pourchassait. Et à partir du moment où il les pourchasse, alors il cherchait toujours quand même à avoir quelque part donc, de refuge. Il s'est fait que le prophète Mohammed, il est mort. La date de sa mort a coïncidé avec la date de sa naissance. Lorsque les deux dates coïncident exactement pour un individu, dans la culture, les cultes, on considère celui-là, n'est-ce pas, comme un saint. Lorsque on parle de saint, dans notre tradition, c'est lorsque votre date de décès coïncide exactement avec votre date de naissance. Et sur cette base-là, c'est considéré comme un saint. Et c'est sa naissance que les musulmans fêtent chaque année qu'on appelle le Mawlud. La naissance du prophète Mohammed. Or, le prophète Mohammed, l'islam, à ses origines, pour chasser, mener la guerre contre ce qu'ils appellent les infidèles, pour qu'ils abandonnent ce qu'ils avaient comme culte. Et le peuple, tous ceux qui organisent la Gani là, eux, ils étaient pourchassés par l'armée islamique. Lorsqu'ils ont appris la mort du prophète, lorsqu'ils ont appris que le prophète est vraiment mort, donc celui-là qui était à la base de leurs problèmes, alors ils sont contents d'apprendre cette mort-là. Donc c'est cette mort-là qu'ils célèbrent chaque année pour montrer qu'ils sont contents que celui-là qui les obligeait à adopter cette nouvelle religion est parti. Et comme les deux dates ont coïncidé, donc les musulmans ont fait la naissance et les infidèles qui ont refusé d'embrasser l'islam fêtent sa mort. Et c'est cette fête-là qui est la Gani. Voilà l'origine de la Gani. Et c'est sur cette base que vous verrez, lorsque chaque année on organise la Gani, c'est toujours avec la même période que ce qu'il appelle le Mawlud. C'est parce que les deux dates coïncident exactement. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci beaucoup Mouhidine Lawani pour ces belles images. L'histoire de la Gani, on l'a suivi avec monsieur Léon, un historien qui a beaucoup de la matière et qui nous a fait découvrir cette histoire-là. On va faire une petite pause avant de revenir sur ce plateau et dans le panel de discussion, on va suivre le zapping de la semaine. Le Bénin de demain se façonne aujourd'hui. Les universités publiques du Bénin déversent sur le marché et de l'emploi chaque année près de 60 000 diplômés
Il est étudiant docile, vient au cours, rentre à la maison, apprend ses leçons. C'est le mauvais étudiant ça. Il aura des difficultés à réussir son insertion. Il faut faire de la musique. Vous voyez ces jeunes danseurs, ils auront plus de chances d'être recrutés que celui qui ne danse pas. L'école, les diplômes ne permettent pas forcément d'assumer des responsabilités. Moi, je reçois beaucoup de jeunes diplômés qui viennent chez moi, qui disent « Oui, j'ai une licence. » Et je demande « C'est tout ?» Il dit « Oui. » Je dis « Mais tu ne m'intéresses pas. » C'est ce que vous êtes, vous, qui permet d'assumer des responsabilités. Le chef d'entreprise, c'est un homme pressé, stressé, endetté. Ne pas être fatigué à aller écouter, aller rechercher l'information où qu'elle se trouve. La compétence qu'il faut développer, c'est savoir présenter son produit. Et le produit ici, c'est soi-même. Depuis quelques semaines, nous sommes confrontés à une actualité nationale. La désignation de Romiad Wadani comme étant le candidat désigné pour la présidentielle de 2026 par les partis de la mouvance. Des félicitations fusent de part et d'autre. Et sur ce plateau, nous allons essayer d'analyser cette candidature annoncée avec deux journalistes, Ansem Orisha et Kassim Maman sur ce plateau pour nous donner leur avis sur cette candidature annoncée par les partis de la mouvance, notamment l'UPR et le Bloc républicain. Ansem Orisha, bonjour. Bonjour Marcel Poti. Ce matin. Avant, ça va bien. Bonjour. D'accord. Kassim Maman, oui, allez-y. Je disais bonjour également à vos amis téléspectateurs. Oui. Merci pour l'invitation. Il ne faut pas les ignorer, n'est-ce pas? Bien sûr. D'accord. Kassim Maman. Bonjour. Bonjour Marcel. Et ce matin? Ça va très bien. Et bonjour également au téléspectateurs de l'ESAI TV. Oui. Merci. Voilà, et depuis quelques semaines, vous n'êtes pas sans savoir que la candidature annoncée de Romiad Wadani fait beaucoup d'encre et puis on en parle sur tous les médias et les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Vous, de votre position en tant que journaliste, quel est le regard que vous avez sur cette candidature annoncée, Ansem Orisha? Merci beaucoup. C'est vrai, depuis, il faut le dire, depuis le 31 août dernier, je crois bien, oui. Nous avons notamment la désignation de Romiad Wadani comme candidat de la mouvance présidentielle. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une question qui agitait bien évidemment l'opinion. On a l'impression que la classe politique, notamment l'animation de la vie politique, était beaucoup plus silencieuse. Et donc, il fallait donc en arriver là. Tout le monde avait son regard fixé notamment sur le 14 octobre, comme annoncé par le porte-parole du gouvernement, qu'on devait quand même connaître le candidat de la mouvance présidentielle. Et donc, moi, je pense que voilà, cette désignation-là, ça vient donc donner plus, ça vient quand même animer la vie politique dans notre pays. Ça vient donc rallumer également la flamme au niveau des instances d'information politique. Je pense que cette désignation, c'est vrai, et ça, depuis quelques jours, on voit sur la toile et dans le pays, à travers le pays, des soutiens, des déclarations de soutien par-ci et par-là, et même des marches pour quand même dire, voilà, c'est un candidat idéal pour la mouvance présidentielle. Je pense qu'on va en arriver, et certainement sans doute, dans le long du débat. Je vais revenir. Et vous, Kassim Maman, vous pensez quoi de cette actualité? Merci beaucoup Marcel. Et depuis, comme l'a dit mon confrère, depuis le 31 août, je crois que la fumée blanche est sortie du côté de la mouvance présidentielle. On s'y attendait tous. Mais le choix de Wadani, ce que moi je voudrais ajouter à ce niveau, c'est que ça n'a pas été une surprise. Tout le monde s'attendait bien à ce que ça soit. Pourquoi ça n'a pas été une surprise? Oui, depuis quelques années, vous savez, son nom est cité. Et lorsqu'on regarde aussi au niveau même de la mouvance, c'était quand même quelqu'un qui avait un profil qui peut faire le consensus. Et vous comprenez pourquoi il y a beaucoup de consensus autour de cette candidature-là. Donc,
ça n'a pas été une surprise pour d'abord le citoyen lambda, le encore citoyen. moins pour les analyses politiques. Encore moins pour les analyses politiques, ça n'a pas été une surprise, mais quand on parle de l'homme, Romuald Wadani, qu'est-ce qu'on connaît de lui? Est-ce qu'il peut faire un bon président? Bon, je pense qu'on l'a vu à l'œuvre pendant les 9 années passées. Je pense qu'il a été ministre de l'économie et des finances et avec le temps, il a bénéficié du portefeuille de la coopération. Il est un acteur clé de la gouvernance de la rupture. Je pense que, comme le disent beaucoup depuis sa désignation, c'est qu'il est un technocrate, vous le savez, et il n'a pas beaucoup plus un profil politique, mais beaucoup plus technocrate. Et je pense que nous avons quand même vu les 9 années passées, les réformes économiques que nous avons quand même connues dans notre pays et qu'il est l'artisan de ces réformes économiques-là. Et dire qu'il peut faire un bon président, ce serait peut-être aller trop vite en besogne, parce que entre le poste de ministre et le poste de président, je pense que c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Et quand vous êtes président, vous êtes beaucoup plus, en tout cas, vous devez quand même voir dans beaucoup de départements ministériels. Vous avez quand même beaucoup de choses à votre niveau. Tous les regards sont fixés sur vous. Et dans les lèvres, partout, ce n'est que votre nom qu'on prononce. Mais quand vous êtes au niveau d'un portefeuille ministériel, c'est tout autre. Vous êtes appelé à vous concentrer, bien évidemment, sur votre département, beaucoup plus à réfléchir sur les politiques à mettre en œuvre au niveau de votre département. Je pense que, sans doute, comme le disent, en tout cas, vous savez, la désignation, d'autres estiment qu'il est le seul capable de faire le job. Mais je pense que, est-ce qu'on est arrivé au niveau de ces partis politiques de la mouvance? Est-ce qu'on a véritablement, en tout cas, allé au niveau des primaires pour voir si, éventuellement, au niveau des... Parce que moi, je sais qu'il y a bien évidemment des ambitions au niveau de ces formations politiques. On a vu d'autres acteurs politiques, notamment, je voudrais nommer le président du parti Union Progressiste Le Renouveau, Joseph Dogbenou, qui, vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers jours a multiplié des sorties. Et même au niveau également, vous avez le maire de Cotonou également qui n'est pas aussi resté silencieux. Quand on sait que donc il y a beaucoup d'ambition au niveau de la mouvance présidentielle et qu'on en arrive à désigner Romuald Wadani, c'est parce que pour eux, il est quand même l'homme idéal. L'homme idéal qui a quand même le profil pour faire le job. Et sans doute, peut-être, il fera le job. On va voir s'il fera le job dans les années à venir. On attend bien évidemment de voir si, et en tout cas, on va attendre la désignation, l'autre candidat peut-être de l'opposition. On va y revenir tout à l'heure. Vous, et à votre niveau, Kassim Maman, est-ce que vous pensez que c'est un bon profil pour la mouvance présidentielle? Et je crois bien que c'est un bon profil, même si ce n'est pas le seul bon profil. Je tiens à préciser cela. Et mon confrère en face l'a aussi reconnu. Il y a aussi des profils qui pouvaient faire la paix. Et je crois que Wadani, il peut être un bon président. Et si mon compte est bon, je crois que ça fait 9 mois, 9 ans, excusez, 5 mois et 4 jours qu'il est déjà ministre de l'économie et des finances. Voilà. Et entre-temps, après la présidentielle de 2021, je crois, et il est devenu ministre d'État. Et on a vu l'homme à l'œuvre. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a quand même montré sa maîtrise au niveau de la macroéconomie, au niveau des relations internationales, au niveau de la géostratégie et tout ça là. Donc, ce qui fait de l'homme un bon président. Ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est que Wadani n'a jamais eu un mandat électif. Donc, c'est quelqu'un qui est technocrate, il n'est pas politique. Mais ici, on a aussi vu un président qui est en train de faire 10 ans, qui n'a jamais été élu chef quartier. Il est en train de finir le programme et il est en train de finir son mandat. Son mandat? Oui. Et je voudrais augmenter là à ce niveau, bien que Talon n'avait jamais eu un mandat électif, et je crois qu'en dehors de la conférence nationale des forces vives de la nation, qui a eu lieu en 90, c'est le président Talon qui a eu à faire de plus grosses réformes politiques. Alors qu'il n'avait jamais, c'est-à-dire il n'avait aucune expérience politique. Donc, ça veut dire... Vous pensez qu'il n'avait aucune expérience politique? Il y en a qui disent qu'il était tapis dans l'ombre et qu'il dirigeait beaucoup de choses. Ça, c'était un autre... Il était dans un autre rôle.
Et cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui que Wadayi peut-être aussi était aussi dans l'ombre, puisque n'oubliez pas que Wadayi était en même temps son comptable personnel, ce que tout le monde, personne ne cache plus aujourd'hui. Donc cela veut dire que peut-être qu'ils étaient ensemble, et moi je pense que bon, peut-être attendons voir, mais le profil est quand même bon. Le profil est quand même bon selon vous. Et déjà, depuis l'annonce de cette candidature-là, on voit beaucoup de manifestations, beaucoup de félicitations qui fusent de part et d'autre. Est-ce qu'on ne crie pas déjà victoire avant même les élections? Il faut nuancer qu'il y a que le monde ou bien la foule ne fait pas l'électorat ou bien ne veut pas dire que parce que vous avez une foule derrière vous que vous devez vous tout de suite crier victoire. Rien n'est gagné d'avance. Et quand je prends l'exemple de 2016, les élections de 2016, je pense que vous n'êtes pas sans savoir avec moi que si on devait voir la foule qui entourait les candidats au niveau de la présidentielle de 2016, on aurait peut-être dit que c'est Adjamon qui aurait pu gagner les élections. Mais à l'arrivée, ça n'a pas été le cas. Moi, personnellement, en 2016, je ne voyais même pas Patrice Talon comme au niveau de la deuxième position. Et pour en parler même qu'il devenait président de la République. Ça voudrait dire quoi? Que il ne faut pas tout de suite crier victoire. Et ça peut être, on connaît bien les Béninois. C'est que, bon, puisque c'est la mouvance présidentielle, que tout le monde doit s'allier, on parle dans les rangs. Et donc, on observe que... Tout le monde dans les rangs. Tout le monde dans les rangs, c'est ce qui s'écrit depuis quelques jours. Et on pense que, bon, voilà, on a l'impression que ça fait l'unanimité au sein de la classe politique. On a l'impression que ça fait l'unanimité, oui, bien mais évidemment. En 2016, il n'y avait pas encore le système partisan. Oui, bien sûr, il n'y avait pas encore de système partisan, mais je pense que ce n'est pas... il faut attendre peut-être que d'autres candidats puissent quand même venir pour qu'on puisse voir réellement les débats. Qu'est-ce que le candidat propose véritablement? Parce que c'est vrai, il a été comptable de la gestion de la rupture, mais vous n'êtes pas sans savoir avec moi également que ça crie dans le pays, la morosité économique ambiante, il y a la cherté de la vie et tout ça. Et quand on doit regarder ça, je pense que Romuald Wadayi est l'artisan même de tout ce que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Parce que c'est lui, le pilier de l'économie, c'est lui qui fait l'économie de notre pays, les réformes politiques, les réformes économiques de notre pays, il est l'acteur, il est l'artisan. Et donc moi je pense que si on doit véritablement en tenir compte, il ne faut pas tout de suite crier victoire. Les femmes du marché qui crient, les femmes du marché qui également manifestent les joies quant à la désignation de Romuald Wadayi. Et moi je pense que c'est peut-être... voilà, pour plaire au chef de l'État. Et quand vous écoutez bien évidemment ces déclarations, on cite le nom de Patrice Talon 3 fois avant même d'appeler le nom de Romuald Wadayi une seule fois. Ça voudra dire quoi? Qu'il faut faire beaucoup attention. C'est parce que Patrice Talon est encore là et on sait comment il a tenu les grands électeurs. Et donc, peut-être pour ça, il faut patienter de voir dans quelques jours, dans quelques mois, ce que ça va donner. Oui. Et on attend peut-être le candidat de l'opposition qui viendra également peut-être proposer d'autres, en tout cas son projet de société, ses projets, ses programmes pour voir véritablement sur quoi se baser. Mais toujours dans cette euphorie de soutien, nous avons constaté il y a quelques jours des jeunes qui se sont mobilisés et ont cotisé 30 millions de francs CFA pour la candidature de Romuald Wadayi. Est-ce que ce n'est pas une manière de dire qu'ils ont adhéré vraiment à cette cause-là? Merci maman. Oui. Et 30 millions, il faut préciser, les 30 millions ont été mobilisés en moins de 24 heures. Ouais. Ceci montre bien qu'il y a de la mobilisation, mais attendons voir. Parce qu'au Bénin ici, bon, excusez, hein, et vous connaissez peut-être l'anecdote où on dit que c'est seul en Afrique qu'on connaît les résultats des élections avant même les élections. Et je crois que, on le dit pour l'Afrique, mais ce n'est pas toujours évident pour le Bénin. Pour le Bénin. Ce n'est pas toujours évident pour le Bénin. Et ici, on a vu des chefs d'État, candidats à leur propre succession, perdre les élections. Et on a vu ici des candidats désignés par le chef de l'État perdre les élections. Donc, certes, il y a un consensus qui, je dirais même de l'unanimité autour de cette candidature-là, mais attendons d'abord voir ce que le parti de l'opposition, surtout les démocrates, vont nous proposer avant de pouvoir... de pouvoir trancher. Pour pouvoir trancher. Voilà. Et déjà, même, je peux même dire encore, parce qu'il y a les communales et les législatives qui viendront avant cette présidentielle, et déjà ça sera un test pour Wadayi
en attendant le jour J. En attendant le jour J. Et quand on parle des démocrates, parce que quand on voit dans le paysage de l'opposition aujourd'hui, il n'y a que les démocrates, étant donné que les autres se rallient petit à petit. Et quel est le profil du candidat que vous voyez venir? Parce que depuis lors, les démocrates n'ont pas encore présenté de candidat. C'est à quoi qu'ils ont une stratégie qu'ils préparent. Avant d'en venir là, je voudrais au moins me prononcer sur cette mobilisation de fonds pour le candidat Romuald Wadaye. Oui. C'est vrai qu'on nous a dit que des jeunes se sont mobilisés, ont cotisé à travers l'initiative Je donne pour eux, donc et je pense qu'en 24 heures, on nous a dit qu'ils ont pu mobiliser 30 millions de francs CFA. C'est comme j'ai l'impression que l'histoire se répète avec le candidat d'alors, Patrice Talon. Nous avons connu aussi cette expérience avec l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, qui était au devant de la scène en ce moment-là. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand vous avez même, vous suivez l'actualité sur les réseaux sociaux, vous voyez que d'autres n'y croient pas véritablement. On a l'impression que ce sont les jeunes, peut-être, qui sont proches de la marmite, qui sont au niveau du camp présidentiel, qui ont quand même su mobiliser ces fonds-là. Parce que quand on sait que les jeunes ont du mal à quand même répondre véritablement à leurs besoins quotidiens. Vous pensez que c'est les jeunes qui sont déjà rassasiés, qui ont cotisé? Qui sont rassasiés, bien évidemment, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les jeunes crient le chômage dans le pays, les jeunes qui ont du mal à se nourrir 3 fois par jour. Et je me demande comment est-ce qu'ils vont arriver à cotiser encore de l'argent pour donner si je peux le dire, à un millionnaire et qui véritablement est à la quand on est partisan, bon, c'est vrai, mais véritablement, dans l'opinion, ça ne sonne pas bien. Je pense que d'autres n'y croient véritablement pas. En tout cas, c'est vrai ce qu'on nous a dit en 24 heures. Ça voudra dire qu'il y a l'argent dans le pays. Oui. C'est ce que ça voudra dire quand les jeunes se mobilisent. Mais on nous a dit, en tout cas, plus de 13 000 personnes, plus de 13 000 jeunes. On attend de voir ce que ça va donner. De toute évidence. Quelqu'un vous dira, on attend de voir peut-être le chef de file de cette jeunesse-là pourrait se retrouver aussi dans le cadre. Ancien Maurissa, de toute évidence, nous avons constaté que des jeunes se sont mis ensemble pour soutenir la candidature du président de la République et donc on cotisait les 30 millions. On va revenir à cette question des démocrates qui depuis lors n'ont pas encore présenté le candidat. Je pense que ça rime à quoi finalement? C'est une stratégie politique, je peux le dire ainsi, c'est une stratégie politique. Et quand vous regardez l'histoire en 2000, en tout cas pour les élections de 2023, vous savez ce qui s'est véritablement passé avec l'histoire de quitus fiscal et des candidats qui ont été recalés à la suite. C'est parce qu'on estime que bon, ils pourront véritablement faire le poids sur le terrain. Et quand on sait l'adversaire, le challenger que vous avez en face de vous, il faut savoir quand même se mesurer. Il faut savoir prendre les taureaux par les cornes. Il faut peaufiner les stratégies pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Donc je pense que c'est dans cette politique-là que le parti, les démocrates notamment, se trouve actuellement. Vous avez suivi tout récemment la sortie du président du parti, les démocrates, qui a quand même rassuré les militants et sympathisants du parti. Et il a dit que ça se fera, de ne pas être pressé. C'est vrai, depuis l'annonce de la désignation de Romuald Wadaye, il y a une sorte de pression au niveau de l'opinion publique qu'on estime que bon, ça tâte. Il faut le dire, ça a été une surprise aussi. Pour moi, quand on sait qu'on nous avait annoncé 14 octobre pour la désignation du duo candidat de la mouvance, donc on a voulu quand même surprendre notamment l'opposition et peut-être les amener à vite se déclarer parce qu'on a on a constaté que l'opposition suivait la ligne de la mouvance présidentielle. Et donc, il faut peut-être attendre, le président a dit que ça se fera avant le 14 octobre et qui sont véritablement en tout cas dans les règles parce que c'est prévu que, notamment du 12 au 14 octobre, on devait quand même déjà déposer les dossiers des candidatures pour alors vous Kassim Maman, je vous coupe pas, vous aimez beaucoup parler, mais je vous coupe pas. Alors Kassim Maman, quel est votre regard par rapport à la désignation non annoncée et par les partis le parti de l'opposition et les démocrates? Oui, ok, merci beaucoup. Je crois que les démocrates sont pour le moment dans le bon timing. Puisque, entre-temps, on les accusait de ne pas désigner leurs candidats pour qu'ils puissent se mettre déjà dans la bataille.
Et la réponse qu'il donnait entre-temps, c'est que la mouvance aussi n'avait pas encore désigné. Et donc, s'il désigne, à ce moment-là, vous comprenez que cela confirmera que eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils attendaient d'abord la mouvance avant d'agir. Et ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, pour le moment, après la désignation de la candidate, c'est-à-dire après que la mouvance ait désigné M. Romiad Wadayi, pour le moment, il y a de la ferveur autour. Et donc, pour une bonne communication, je crois que les démocrates doivent jouer sur le temps. Sur le temps. Voilà, et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, désigner le candidat aussi des démocrates. C'est rapidement, oui, immédiatement. Dans la même foulée que la désignation de Romiad Wadayi, je crois que cela ne donnera pas assez d'effet que lorsqu'ils vont attendre le dernier moment. Donc, pour le moment, ils sont en train de jouer aussi sur cette carte-là. Et je fais aussi sienne la position de mon confrère quand il dit il faut attendre, éviter, apprendre des erreurs de ce qui s'est passé en 2021, en 2019 pour qu'il n'y ait plus de problèmes administratifs autour du candidat qu'ils vont désigner. Oui. Mais je voudrais aussi dire, personnellement, moi je ne voudrais pas être actuellement à la place de Yahya Boni. Pourquoi? Oui. Yahya Boni actuellement est en train de marcher sur les œufs et la classe politique voudrait aussi jouer sur ce qu'on appelle aujourd'hui la fibre régionaliste. Oui. Donc, et lorsque nous regardons c'est-à-dire tous ceux qui ont des ambitions et qui sont autour du président Yahya Boni, ceux qui parlent du Nord, personnellement, excusez-moi, ce n'est pas pour... oui, c'est-à-dire je ne voudrais pas insulter, mais je trouve très peu de profils qui pourront faire face à Wadayi actuellement du Nord, c'est-à-dire qui sont militants du Parti des démocrates. Et donc, vous voyez, c'est un peu compliqué pour lui aujourd'hui de trancher et je crois que c'est aussi pour cette raison-là qui fait qu'il est en train d'attendre et assurer les militants. Assurer les militants. Oui, il ne pouvait pas aussi faire autrement. Et déjà, je vais vous demander à tout drôle, quel nom vous voyez au niveau des démocrates? Quel nom vous voyez? Anselme Richard répondait à la question, ne développez pas d'autres choses. Évidemment. Oui, on n'a pas assez de temps. C'est vrai, je vois beaucoup de profils d'ailleurs, mais quand on dit que dans le Nord, il n'y a pas de profil, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a de... Je pense évidemment qu'il y a des profils. C'est quoi le profil du Nord? Le profil du Nord, vous avez... Je ne veux pas prendre... En tout cas, il y a Nouroudine Sakasalé, évidemment, c'est vrai, il est du Nord. Oui. Bon, il ne faut pas faire de régionalisme. Il est du Nord. Il y a aussi Nourenou Tchadé, qui n'est pas aussi du Sud, mais qui, on peut le dire, il est du Nord. Il y a aussi... vous avez Biosawé. Ça fait trois pour vous. Oui, et Kassim Mama. Bien évidemment, de profil. Kassim Mama, vous avez des profils désignés à votre tête? C'est presque les mêmes noms, hein, Nouroudine Sakasalé qu'on dit. Personnellement, au nord, c'est celui qui sort le plus, même s'il y a le nom de Yacoub Biosawé qui sort. Et au sud, il y a aussi Eric Ndete qui est là. Effectivement. Donc, ça fait les trois noms que moi je propose. Donc nous allons entendre pour voir parmi ces noms-là qui finalement que le choix se fasse comme l'a promis le président Wadayi, que ça se fasse de façon transparente et aussi démocratique. Parce qu'il y a bien de profils et moi je ne voudrais pas que ça se passe comme au sein de la mouvance présidentielle. On a l'impression que c'est un choix. En tout cas pour moi, hein, c'est mon analyse, c'est mon avis, que c'est un choix qui a été imposé parce que vous avez vu, c'est après sa désignation qu'il a fait le tour des formations politiques. Tout porte à croire qu'il n'y avait pas eu le président Abdoulaye Tchani l'a éclairé, c'est pas un point imposé. Il y a eu des éclaircissements sur cette affaire, mais est-ce qu'on nous a dit véritablement comment est-ce que le processus a été mené? Mais c'est un candidat, je ne défends pas. C'est un candidat qui n'est pas aussi des formations politiques de la mouvance présidentielle. Exactement. Alors qu'avec la réforme du système partisan, je crois qu'on a toujours dit que depuis 1990, nous avons connu des présidents qui ne sont véritablement pas politiques et qu'on a voulu changer la donne, donner la main aux formations politiques. Mais je me demande comment ces formations politiques sont arrivées à désigner un candidat qui n'est pas en l'air alors qu'on sait qu'il y a
en tout cas, il y a des candidats au sein de ces formations politiques. De toute manière, Anselme Orisha, nous allons revenir sur ce débat. Je pense que c'est un autre débat, c'est un consensus. Ils sont entendus, ils ont désigné un candidat et ils iront aux élections. On va voir s'ils vont gagner ou pas. On est déjà à la fin de cette émission. Je vais vous laisser un mot de la fin à chacun, en 2 phrases. Et Kassim Maman. Merci beaucoup. C'est allé trop vite. Oui, c'est allé trop vite. Oui, c'est allé trop vite. Vous voulez qu'on fasse 1 heure? Il faut quand même pas 2 heures. Oui, votre mot de la fin. Oui, et je vous remercie d'abord, mais je voudrais, pour finir, revenir pour dire, en réalité, le choix de Wadaye, aujourd'hui, on nous confirme qu'il n'est d'aucun parti politique. Et donc, personnellement, c'est à ce niveau-là que je dis, ça veut dire qu'en réalité, que la réforme du système partisan vient de montrer encore une fois qu'elle a encore des limites et qu'il va falloir encore travailler pour. Sinon, 2 grands partis politiques. Je crois que l'une des fonctions d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Et que ces partis politiques, aujourd'hui encore, c'est-à-dire après 5 ans de mise en œuvre, c'est-à-dire qu'on puisse aller encore chercher un indépendant. Je crois que c'est à ce niveau-là, la réforme du système partisan montre encore ses limites. Bon, attendons voir, peut-être qu'avec le temps, puisque eux-mêmes ils ont dit que c'est une mise en œuvre qui va se faire. Qui va se faire. Oui, Anselme Orisha, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est de dire que le débat se fasse et qu'on puisse avoir véritablement les candidats qui restent pour véritablement voir sur qui compter les projets de société qu'on propose, et les programmes qu'on propose bien évidemment au peuple béninois pour véritablement permettre à ce que ce peuple-là puisse vivre de façon, en tout cas, qu'on puisse vivre véritablement, au moins qu'on puisse avoir en termes de le besoin qu'il faut que les populations cessent de créer la morosité économique et les réformes politiques et économiques, qu'on puisse véritablement y voir qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché et que aussi au niveau, je voudrais dire que l'opposition ne fasse pas l'erreur de désigner un candidat indépendant, qu'on puisse véritablement nous proposer un candidat qui s'y connaît, qui véritablement est un politique, qui connaît les terrains politiques. Et je pense que c'est sur ce côté-là qu'il pourra quand même battre le candidat de la mouvance qui n'est pas véritablement politique, qui ne saura quand même pas, en tout cas, faire la mobilisation qu'il faut. Vous souhaitez déjà qu'on batte le candidat de la mouvance? Je ne le dis pas ainsi, je ne le souhaite alors, pas. Non, vous n'allez pas. Lui-même fera le bon boulot. Bon boulot. Qu'il également puisse proposer ce qu'il faut. Moi, je pense que c'est sur cette base-là qu'on va arriver à choisir notre candidat et qui nous paraît beaucoup plus avantageux à travers sa proposition de gouvernance. Je pense que c'est sur ça qu'on va se baser et que le jeu se fasse démocratiquement et de façon transparente pour que le peuple et le Bénin puissent sortir gagnant. Sortir gagnant. Merci beaucoup et Anselme Orisha, que le jeu se fasse démocratiquement pour que le peuple béninois puisse sortir gagnant. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Vous nous avez suivis dans Suba Week de ce jour. C'est terminé, stop fait. On va revenir le week-end prochain pour un nouveau numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien et bon appétit chez vous.